Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Marine. Marine est la fondatrice de Mamazoa. Aujourd'hui, nous parlons de parentalité éclairée, de maternité, de matrescence, de bienveillance. Un podcast qui vous fera le plus grand bien si vous attendez un enfant ou si vous êtes jeune parent. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Marine. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, merci. Je suis ravie de te rencontrer enfin, après tant d'années à avoir échangé. Aujourd'hui, on va parler du projet que tu mènes depuis plusieurs mois maintenant, qui s'appelle Mamazoa. Avant qu'on rentre un peu dans le détail, j'aurais aimé que tu commences par te présenter, s'il te plaît, et que tu nous racontes un petit peu ce qui t'a mené à Mamazoa. Ouais, donc je m'appelle Marine, j'ai bientôt 33 ans. J'ai un enfant et un mari avec lequel je vis depuis 10 ans, enfin plus de 10 ans maintenant. Donc mon parcours, en fait, j'ai fait une école de commerce à Grenoble. J'ai étudié le marketing et j'ai plongé dans le marketing cosmétique voilà, en alternance. Et ensuite, je me suis expatriée au Canada. Donc j'ai vécu au Québec pendant 2 ans et demi. Et j'ai toujours travaillé d'ailleurs dans le marketing cosmétique là-bas aussi. Et au Canada, en fait, c'est là où j'ai pris conscience un peu des enjeux écologiques autour de l'alimentation, de la mode, de tout ce qui a trait en fait à la consommation. C'était l'époque en fait là-bas en 2014-2015 où les premières épiceries zéro déchet ouvraient. C'était pas du tout encore le cas en France. Donc voilà, on a vécu ces lancements-là là-bas. Et donc j'ai complètement là-bas changé mon mode de consommation et je suis devenue végétarienne et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Et quand je suis rentrée en France, je voulais vraiment trouver une entreprise hyper engagée pour laquelle bosser parce que j'avais vraiment à cœur de mettre mes compétences au profit d'une entreprise qui partageait mes valeurs. Et donc je suis rentrée à Lyon, j'ai trouvé une entreprise super engagée et je me suis pris une super claque professionnelle pour plein de raisons, mais ça s'est pas très bien passé. Peu de temps après, je suis tombée enceinte donc de mon premier enfant et s'est posé la question en fait, voilà, est-ce que je reste, est-ce que je pars ? J'étais enceinte, je me suis dit je reste et en fait à ce moment-là j'étais pas hyper bien dans mon travail et ensuite donc j'ai pris mon congé maternité et là en fait je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était physiologie de la naissance. J'avais un projet d'accouchement physiologique et donc je suis vraiment rentrée petit à petit dans ce monde-là et après la naissance j'ai fait le grand plongeon là-dedans, c'est-à-dire que j'ai dévoré tout ce qu'il y avait autour de la naissance, la petite enfance, les neurosciences et il y a un monde qui s'est ouvert à moi et je me suis dit mais mon Dieu on nous dit pas tout ça avant. Et donc voilà, c'est là que ça a commencé à grandir en moi l'idée de quitter les cosmétiques finalement pour la périnatalité. Et du coup, j'ai repris en fait dans cette entreprise-là à l'issue de mon congé parental que j'avais pris. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis partie pour faire un bilan de compétences. J'ai investi aussi dans un parcours de coaching qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et du coup, c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de plonger dans la périnatalité, en fait, de me former et de monter un projet qui ferait un peu le lien entre mes compétences, celles que j'avais acquises dans mon parcours, et mes nouvelles passions,
Donc à la fois l'écologie aussi, qui m'intéressait beaucoup et qui m'intéresse toujours, et la périnatalité du coup, le monde de la naissance. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de Mamazoa. Et donc en janvier 2021, j'ai commencé à travailler sur le projet. Et j'ai lancé du coup le site internet avec mes premières ventes, c'était fin septembre 2021. Donc tu vois, c'est 9 mois de gestation. C'est ce qui ressortait de ton bilan de compétences, cette volonté d'entreprendre, d'essayer de te rapprocher des valeurs que tu défendais depuis ton séjour au Canada? Clairement, c'est les 2 gros points d'ailleurs qui sont ressortis de tout ça, c'est les valeurs, hyper importantes. Donc le respect du vivant, le respect de l'humain aussi. Ouais, enfin c'est vraiment ça qui est ressorti. Et l'entrepreneuriat, effectivement, c'est ressorti aussi le côté je ne suis pas adaptée aux très grosses structures. Donc c'était soit entrepreneuriat, soit TPE, quoi, petite entreprise ou start-up. Enfin, mais ça, c'est vrai que je le savais déjà, mais le fait de vraiment l'entendre, en fait, de faire des tests, entre guillemets, enfin, voilà, de réfléchir, de se plonger là-dedans et de comprendre que ça correspondait vraiment à qui j'étais, ça m'a aidé aussi à me dire que l'entrepreneuriat était peut-être fait pour moi. Voilà. Donc faire un bilan de compétences, c'est quelque chose que tu pourrais recommander aux auditeurs et aux auditrices qui se sentent peut-être un peu perdus, qui ont du mal à trouver leur place au sein de leur entreprise ou dans leur projet, quel qu'il soit? Clairement, ouais. Pour moi, ça a été assez révélateur, de ce que j'étais capable de faire aussi. Et oui, pour moi, le bilan de compétences, c'est un outil qui est très utile pour faire le bilan justement de ce qu'on sait faire, mais aussi de ce qu'on aime faire, de ce qui nous fait vibrer, et ça, c'est hyper important pour commencer à modeler un peu le projet professionnel qui nous correspond et dans lequel on va pouvoir s'épanouir longtemps, quoi. Donc pour moi, ça a été très très utile. Même en plus, je dirais, du bilan de compétences, je trouve que le coaching, en fait, pour le coup, moi j'étais pas sceptique, mais je me disais vraiment, est-ce que c'est nécessaire d'investir dans un coach, pour m'aider dans cette situation de reconversion professionnelle, et je regrette absolument pas. C'est vraiment, moi je le dis souvent, mais je pense que sans elle, sans Gaëlle, parce qu'elle s'appelle Gaëlle, je me serais pas lancée en fait. J'aurais pas trouvé la force, l'énergie de plonger en fait, de vraiment. Je dis souvent ça d'ailleurs. Elle m'a tenu la main puis on a plongé ensemble. Tes conseils vont forcément aider les auditeurs et les auditrices qui sont qui peut-être traversent la même chose que toi, tu as pu traverser il y a quelques années. Alors revenons-en à Mamazoa. Donc tu l'as dit, tu t'intéresses à la périnatalité. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de périnatalité? Qu'est-ce que tu proposes avec Mamazoa? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Alors quand je dis la périnatalité, pour moi c'est tout ce qui tourne autour de la naissance, donc ça va de la préconception jusqu'à la parentalité tout simplement. Donc ça englobe beaucoup de choses. Moi je parle beaucoup de matrescence parce que c'est un mot qui m'a vraiment touchée quand je l'ai appris, parce que j'ai appris l'existence de ce mot-là avec le podcast de Clémentine Sarlat, qui m'a accompagnée du coup dans mes débuts de maman. Donc ça englobe beaucoup de choses. Moi je parle beaucoup de matrescence parce que c'est un mot qui m'a vraiment touchée quand je l'ai appris, parce que j'ai appris l'existence de ce mot-là avec le podcast de Clémentine Sarlat, qui m'a accompagnée du coup dans mes débuts de maman. Avec Mamazoa, en fait, je compte accompagner la matrescence en fait des femmes enceintes et jusque dans les premiers pas du coup de la parentalité. Est-ce que tu peux juste définir le mot matrescence pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne le connaissent pas encore, parce que c'est vrai que c'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Oui, alors la matrescence, en fait, c'est... Clémentine le définit mieux que moi, mais en gros, donc c'est le passage de femme à mère. Donc, comme en fait, quand on est adolescent, on passe d'enfant à adulte. Là, c'est la matrescence, donc voilà, le passage de femme à mère, et ça englobe en fait toutes les transformations physiques, émotionnelles qu'on vit à ce moment-là, et c'est une véritable en fait transformation identitaire. Moi, j'aime bien parler de fragmentation identitaire, parce que c'est vraiment pour moi en fait on explose en plein vol, puis ensuite on recolle les morceaux et
on n'est plus vraiment la même, mais voilà, on est transformé. Donc pour moi, la matrescence, c'est ça, c'est tout ce processus en fait de transformation. Donc Mamazoa, moi ce que j'offre avec Mamazoa, donc c'est un concept de box mensuel en fait, tout simplement. Il y a 8 box, donc la femme va s'abonner à partir de son 4e mois de grossesse et elle va recevoir une box par mois jusqu'à du coup son 2e mois postpartum. Dans ces box-là, il y a 3-4 produits qui sont soit de la cosmétique, alimentaire, il y a aussi de la phytothérapie, quelques accessoires, des tisanes, ce genre de choses, qui sont des produits très engagés et très minimalistes aussi. Enfin, voilà, je voulais des formules simples. Et donc il y a ces 3-4 produits. Il y a aussi un livret d'accompagnement, même maintenant que j'aime appeler un livret d'empowerment, parce que c'est un livret du coup, donc il y en a 8 en tout. Ce sont des livrets que j'ai rédigés avec toutes les connaissances que j'ai accumulées au cours des 3 dernières années maintenant, et au cours aussi de mes formations que j'ai fait pour devenir doula. Et donc ce sont des livrets qui donnent des informations qu'on nous donne pas en fait dans le parcours classique d'une femme enceinte. C'est-à-dire que moi j'ai été suivie par une sage-femme en libéral, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Et tout ce que je donne dans les livrets, c'est vraiment toutes les infos que j'ai pas eues et que j'ai appris après en fait. Je parle par exemple de la transformation de la transparence psychique pendant la grossesse, où en gros en fait, on n'a plus de filtre, donc c'est pour ça que les émotions, elles débordent, c'est pour ça que parfois il y a des réminiscences de certains traumas, de notre enfant intérieur qui nous parle, et c'est hyper important en fait de savoir tout ça pour pas se sentir soit folle, soit perdue, puis de savoir aussi comment on peut transcender tout ça en fait pour en faire une force. Et ça, personne ne t'en avait parlé pendant ta grossesse, les praticiens que tu as pu consulter? Non, jamais. On m'a jamais, par exemple, parlé de ça comme quelque chose de normal et qui s'explique aussi par la science, tout simplement. Donc non, on m'a jamais parlé de ça. Et puis alors après, évidemment, dans mes livrets, donc je parle, il y a 3 livrets sur la grossesse, sur la préparation du projet de naissance aussi. Et après, j'ai un livret qui est vraiment sur l'accouchement physiologique, un livret sur l'allaitement et 3 livrets sur la préparation du postpartum, où on parle aussi de la parentalité éclairée, du développement un peu de l'enfant, de la motricité libre, c'est plein de sujets en fait qui sont amenés. Je pose les bases en fait. Je dis voilà ce qui existe, voilà les bases de tous ces sujets-là. Allez creuser si vous avez envie de creuser certains sujets. Mais pour moi, ces livrets-là, ils ont été conçus vraiment pour éveiller les consciences et s'approprier les sujets et reprendre le pouvoir en fait pour les femmes enceintes, parce que du coup c'est la phrase qu'on dit souvent, mais savoir c'est pouvoir. Donc en fait quand on sait on reprend le pouvoir sur sa grossesse, on reprend le pouvoir sur son allaitement, sur son accouchement, sur le parent qu'on a envie d'être, sur ses traumas aussi qu'on peut décider de transcender, on peut décider de se faire accompagner pour devenir on va dire le parent qu'on a envie d'être, et pour élever aussi les enfants de demain, qui seront les adultes de demain. Et donc cette expérience des 8 box, elle est vraiment pensée comme une aventure en fait. Donc chaque mois, la personne enceinte reçoit une box, et puis il y a plusieurs sujets qui sont abordés, et puis le mois d'après, d'autres sujets qui viennent approfondir certains points. Voilà, c'est une aventure en fait. Mais c'est presque une aventure à vivre en couple, finalement. Tu parles beaucoup de la maman, mais ces livrets-là, ils sont à mettre entre les mains de notre partenaire aussi. Oui, oui, et surtout d'ailleurs, le livret sur l'accouchement, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit mais il est parfait pour mon mari, je l'ai mis sur sa table de chevet, je lui ai demandé de le lire. Ça s'adresse à la mère en premier. Après, j'ai beaucoup de parties qui parlent du coparent, du partenaire ou de la partenaire, et je m'adresse parfois de temps en temps aussi, effectivement, à la personne qui partage la vie de la femme enceinte. Et tu es dans une transmission positive, bien évidemment, mais surtout de soutenir la maman en lui rappelant qu'il est possible aussi de prendre du temps pour elle, qu'il est possible de s'accorder des moments de pause, que c'est normal d'être parfois submergé par ses émotions. Là encore, est-ce que c'est
peut-être parce que au fond de toi, tu avais été frustrée ou en tout cas déçue qu'on ne te l'ait pas dit, que peut-être dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on a encore du mal à prôner ce discours et à autoriser aux jeunes mamans de prendre ce temps-là pour elles. Oui, c'est vrai, je trouve, on a du mal à ralentir en fait, à se dire que la grossesse, par exemple, c'est une expérience unique. Alors je sais qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas l'état de grossesse et qui ont hâte d'accoucher, et d'autres qui sont en pleine extase. Et dans tous les cas, je pense que c'est quand même important de ralentir dans cette période de sa vie et de pouvoir se connecter à son bébé, de pouvoir... et aussi, je parlais de la transparence psychique, mais de pouvoir se connecter à ses émotions qui arrivent, à pouvoir prendre cette opportunité de guérir son enfant intérieur parfois, parce que c'est hyper important quand on veut... entrer plus sereinement dans la parentalité. Les congés de toute façon maternité sont pas adaptés, on va dire. Moi, je dis souvent que les congés maternité et parentaux sont pas ne respectent pas en fait les besoins des jeunes parents et des enfants et des bébés. Donc on vit clairement dans une société, de toute façon qui est imprégnée de patriarcat, puis qui demande aux femmes de tout faire comme si elles n'étaient pas enceintes, parce qu'évidemment, c'est pas une maladie. Hein. Mais quand on dit ça, je trouve que ça m'énerve, parce que oui, c'est pas une maladie, mais c'est tellement particulier comme période de sa vie. Genre, ça mérite qu'on s'y intéresse, ça mérite qu'on ralentisse, qu'on profite, qu'on s'accorde des moments à soi. Et puis après, alors sur la période du postpartum et tout ça, évidemment, là, c'est encore hyper important de rappeler qu'il faut s'entourer, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut se reconnecter à ses besoins. Je sais que parfois, c'est très difficile, mais c'est tellement important. Et donc, la box Mamazoa, elle vient accompagner donc la matrescence. Je parle de la matrescence en pleine conscience pour plein de raisons. À la fois pour la pleine conscience de l'instant, de ce qu'on est en train de vivre, mais aussi la pleine conscience de nos gestes au quotidien. Enfin, je parle beaucoup d'écologie dedans, mais... la pleine conscience aussi du monde dans lequel on vit et qui permet tout simplement, quand on prend conscience ne serait-ce que, le premier livret, le premier chapitre, c'est donner naissance au patriarcat. Et je rappelle, en fait, moi, ça a été vraiment une prise de conscience absolue, de rappeler la place de la femme aujourd'hui dans la société qui est sous la domination masculine. Voilà, donc ce premier chapitre sur donner naissance au patriarcat, il est écrit sans paillettes, hein, je vais direct straight to the point, comme on dit, mais c'est juste pour faire prendre conscience faut être en pleine conscience du monde dans lequel on vit et de cette expérience-là qu'on traverse dans ce monde-là. Et du coup, pour moi, ça nécessite d'être accompagnée. Alors moi, j'offre cette possibilité avec mes box d'avoir une sorte de début d'accompagnement, avec toutes ces informations que je transmets. Et dans mes livrets, je parle énormément de tous ces professionnels autour de la périnatalité, que ce soit les doulas, les accompagnantes périnatales, les sages-femmes, les médecins aussi, les ostéopathes, les kinés, les psys, les sophrologues, je vais en oublier là, c'est sûr, mais il y en a tellement. Et tous ces gens-là, ils sont là justement pour accompagner la femme dans cette expérience de matrescence et pour faire en sorte qu'elle la vive de la façon la plus sereine et la plus belle possible. C'est une bien belle ambition et c'est un pari réussi parce que ces livrets sont vraiment très complets. Je sais que tu y as passé beaucoup de temps et oui. Ça se ressent. Ils sont denses, ils sont riches, on a vraiment le temps de les lire et je trouve que tu as fait un boulot vraiment impressionnant. Toi, tu l'as dit, tu t'es formée au métier de doula. Toujours avec cette volonté, j'imagine, et cette cohérence d'accompagner les mères dans leur matrescence et d'être là pour elles et pour leur bébé aussi, bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les fondamentaux du métier de doula et en quoi ça consiste ? Alors doula, on parle aussi beaucoup de accompagnante en périnatalité ou accompagnante à la naissance aussi. C'est être au service d'eux. Donc pour moi, c'est être au service de la femme et de la famille. Donc pour moi, les doulas, elles sont là pour accompagner, pour écouter, pour soutenir, pour protéger la femme qui va enfanter en fait et la famille qui est en train de se créer.
Sa mission, selon moi, voilà, c'est vraiment donc d'écouter, de soutenir, d'accompagner, de protéger. Et elle a la possibilité en fait d'offrir aussi à la famille un accompagnement global. Et je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'elle peut être là de la préconception jusqu'au postpartum. Et c'est un peu la seule, on va dire, professionnelle de la périnatalité qui peut offrir un accompagnement aussi long. Alors je sais qu'il y a certaines sages-femmes authentiques qui le font, qui prennent ce temps-là avec leurs patientes, mais c'est rare. Souvent, quand on est accompagné par une sage-femme, ça s'arrête au 7e mois de grossesse, parce qu'après, c'est la maternité qui prend le relais, puis du coup, on change de sage-femme, puis le postpartum, c'est encore une autre. Donc, il n'y a pas de suivi global, vraiment. Donc, pour moi, la doula, elle est là pour accompagner de façon globale la famille, même si on peut aussi prendre une doula juste pour le postpartum ou juste en prénatal, parce que c'est sûr que ça demande aussi un investissement financier qui est conséquent et qui, aujourd'hui, c'est pas remboursé par la Sécu. Peut-être un jour. Peut-être, c'est un autre débat, mais ouais, c'est intéressant aussi. Donc voilà, et aujourd'hui, pour moi, les doulas sont de plus en plus reconnus en France, j'allais dire plutôt connus que reconnus. Donc c'est un métier qui commence à être connu par les femmes et par les femmes enceintes. Les accompagnements commencent à se multiplier, j'ai l'impression, même si c'est encore très marginal, faut se le dire, sur les 700 000 personnes qui vont donner naissance en France dans l'année, là. Je sais pas combien il y en a qui vont se faire accompagner par une doula, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup quand même. Et du coup, les doulas aujourd'hui, je pense qu'elles manquent de reconnaissance et elles sont pas en fait très bien intégrées dans le tableau de la périnatalité en France. C'est-à-dire que les professionnels de santé sont encore méconnaissent en fait, je pense, la doula et son rôle, et qui mériterait d'être évidemment beaucoup plus reconnu, et on devrait tous en fait travailler main dans la main pour les femmes, pour les familles, pour les bébés, et pas se dire, parce que ça c'est souvent ce qu'on entend, c'est que les doulas soit elles sont anti-médecine, ce qui est absolument faux, soit c'est des femmes un peu trop sauvages ou des illuminées qui font des rituels bizarres. Et il y a plein de femmes qui sont doulas et qui se réapproprient, on va dire, justement toute cette sacralité autour de la naissance. Il y a beaucoup de rituels effectivement qui sont proposés, et moi je trouve ça absolument magique. Ça correspond pas à tout le monde, mais c'est une partie quand même intéressante du métier de doula, je trouve. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as fini ta formation pour devenir doula ou pas encore ? Pas encore. En fait, alors pour devenir doula, déjà, c'est pas un métier qui est reconnu donc par l'État. Il n'y a pas de formation certifiante, on va dire, pas de diplôme. Il y a plein de formations différentes offertes par plein de femmes et d'organismes différents. Et donc, moi, j'ai choisi de faire une grande formation d'1 an avec l'école Quantique Doula, donc qui est une formation 100% en ligne. Qui est organisée qui a été créée par 2 sages-femmes ou 2 ex-sages-femmes, puisque maintenant elles sont plus, on va dire, gardiennes de la naissance ou doula. Mais donc j'ai choisi cette formation longue que je suis en train de faire. Voilà, je suis en plein dedans. Je suis un peu en retard d'ailleurs, mais avec ma masoa, c'était un peu compliqué de faire les deux en même temps tout le temps. Donc je suis en plein dans cette formation, et en plus de ça, donc j'ai fait des séminaires qui viennent compléter tout ça, et j'ai fait aussi une formation en présentiel, des ateliers, et j'écoute énormément de conférences et je lis beaucoup. Donc en fait, me former pour être doula, j'ai ma formation d'1 an, puis autour en fait je me forme avec plein d'outils différents finalement, que ce soit du présentiel, du distanciel, des livres. Voilà, on n'a jamais fini d'apprendre, j'ai l'impression. Ça vaut pour beaucoup de professions. Effectivement, il y a un travail personnel aussi que tu as envie de faire et de réaliser, ce qui est normal. Toi, à terme, tu aimerais accompagner des familles. Tu aimerais exercer ce métier de doula, ou comment tu vois l'avenir entre Mamazoa, qui donc, on le rappelle, est cette box que tu as créée, cette box d'accompagnement, et ton futur métier de doula, ou ta future activité, si c'est pas reconnu comme un métier. Oui, activité. J'aimerais idéalement demain, je sais pas quand, mais j'aimerais avoir mon activité qui se sépare entre Mamazoa et donc l'activité de boxe.
plus axé du coup sur le produit et les livrets, et de l'autre, effectivement, des accompagnements individuels. J'aimerais bien y arriver un jour. Pour l'instant, je me sens pas prête à faire ça. Mais par contre, j'aimerais vraiment commencer là bientôt à pouvoir monter un atelier sur la physiologie de la naissance et pouvoir aussi faciliter des cercles de femmes ou des cercles maman-bébé. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire assez vite. Et puis après, effectivement, je pense que viendront les accompagnements individuels. Mais je pense que j'ai besoin de terminer ma formation et je pense d'intégrer tous ces apprentissages, notamment sur la posture. Et puis aussi, on dit beaucoup que pour être doula, il faut aussi avoir fait un travail sur soi pour avoir transcendé un peu ses traumas et puis ne pas transmettre en fait certaines peurs ou ce genre de choses envers les familles qu'on accompagne. Donc il y a quand même, je trouve, un travail sur soi que je fais moi depuis 1 an et demi. Je suis en thérapie et je trouve ça, c'est un outil absolument formidable. Enfin, je parle des psys à tout le monde, mais vraiment, je trouve qu'ils font un travail formidable. Et voilà, je pense que pour faire des accompagnements individuels, moi, j'ai besoin, en tout cas, d'avancer vers une sérénité intérieure, voilà, que je suis en train d'approcher. Mais je pense que c'est nécessaire pour moi avant d'accompagner les familles. Super, on a hâte en tout cas, tu nous tiendras au courant, comme ça on pourra carrément partager toutes ces informations. On ne l'a pas dit, mais tu es basée dans la région lyonnaise, enfin à Lyon pour l'instant. On verra où auront lieu ces cercles de femmes et ces ateliers, mais en tout cas on se fera un grand plaisir de relayer l'info chez Basilic. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on découvre cette parentalité positive, éclairée, ou la parentalité, et qu'on s'ouvre à tout ce monde-là et à celui des neurosciences aussi, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir être la maman parfaite, de vouloir le meilleur pour son enfant, bien évidemment, mais au point de peut-être s'oublier et juste de s'adonner à ces codes qui sont ceux de la parentalité positive? Je parle en connaissance de cause, puisque je pense sincèrement que j'ai failli me brûler les ailes à vouloir faire trop bien comme c'était écrit dans les livres et à vouloir me lancer dans tout en même temps, alors que finalement c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû fonctionner, ou en tout cas je me suis pas écoutée, je n'ai pas écouté mes propres besoins, j'ai écouté ceux que je croyais être bons pour mon enfant. Si, c'est évidemment, il y a un risque, parce que t'es pas la seule, hein, il y a plein de femmes qui traversent ça et qui, à vouloir être la mère parfaite, en fait finissent en burn-out parental, ou parfois ça crée aussi des dépressions postpartum, ou des dépressions tout court. Donc si, il y a un risque, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une espèce d'injonction aujourd'hui sur la mère parfaite, avec les réseaux sociaux aussi parfois qui n'aident pas. Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'éducation bienveillante, positive, tout ça, on parle beaucoup des besoins de l'enfant, mais que ça inclut aussi les besoins des parents et les besoins de la mère en particulier. Et que l'idée, c'est pas de faire passer les besoins de son enfant en premier. Pour moi, c'est plus la cohabitation. C'est-à-dire qu'on va essayer dans la sphère familiale de faire cohabiter les besoins. Ça nécessite du coup de se reconnecter à ses propres besoins en tant que femme, en tant que mère, et à les revendiquer et à y répondre. Alors bien sûr que notre besoin à nous, parfois, de manger un plat chaud quand on est en postpartum, il va passer après la tétée, si on allait par exemple, ou après le biberon. Parce que nous, on est adultes et qu'on a cette capacité d'attendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger son plat chaud, voilà. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à faire cohabiter les besoins. Et dans l'éducation bienveillante, l'éducation positive, il y a ce côté, on va dire, la bienveillance, c'est d'abord envers nous-mêmes. Et donc, on parle beaucoup aussi dans ces mouvances-là d'auto-empathie. Et donc, il faut à tout prix s'écouter et répondre à ses besoins. Et ça, c'est très difficile à faire, je trouve, aujourd'hui, parce que aussi, on vit dans une société qui prône un peu, on va dire, le rôle de la mère parfaite comme étant la mère sacrificielle qui s'oublie
complètement au profit de son enfant, et en particulier avec effectivement les nouvelles connaissances qu'on a sur le cerveau des enfants, sur leur développement, qui font que oui, ça nous en demande beaucoup. Le besoin de proximité du tout petit, il est réel, et ça demande une présence auprès de lui, une proximité qui physiquement parfois peut être difficile à vivre. Mais il faut surtout, il faut pas s'oublier, il faut faire cohabiter les besoins de chacun. Et moi, ce que je parle dans mes livrets de parentalité éclairée, plutôt que de parentalité bienveillante ou positive, comment je le définis, c'est un peu comme un chemin. Pour moi, ça passe par la prise de conscience de qui on est et du socle sur lequel on s'est construit. Donc, on va prendre conscience de comment on fonctionne, de la société dans laquelle on a grandi, de l'éducation qu'on a reçue, et aussi de l'histoire de notre lignée. Donc ça, c'est une première prise de conscience. Et ensuite, on s'informe avec l'information, donc sur les neurosciences, etc. On peut arriver du coup à déconstruire certains schémas dans lesquels on peut être un peu, j'allais dire, piégé. Et voilà, et d'avancer en fait petit à petit vers une parentalité plus éclairée qui demande juste en fait à prendre conscience de nos actions. Donc en fait, pour moi, je le vis comme ça dans ma parentalité aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je vais agir ou quand je vais dire quelque chose à mon enfant, j'ai toujours cette prise de conscience, me dire tiens, si je lui dis ça, fais attention parce que alors faut pas tomber dans le truc de il faut toujours se poser des 1000 questions à chaque fois qu'on parle à son enfant, pas du tout. Sinon on peut plus parler. C'est pas possible. Mais j'ai toujours c'est juste cet éveil en fait de me dire ok, là si je m'énerve parce que il fait telle ou telle action, pourquoi ça me met dans des états comme ça? Ah ok, peut-être que c'est parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant, ou peut-être parce que du coup je reproduis des choses des réactions de mes propres parents, et ça me permet en fait de me libérer tout simplement de schémas parfois cognitifs qu'on a dans notre cerveau, et de reconstruire quelque chose derrière qui nous appartient complètement Donc voilà, pour moi la parentalité éclairée c'est vraiment plus un chemin, et nos enfants je dis souvent c'est nos guides, c'est nos lumières, c'est ceux qui viennent nous faire grandir aussi, et on grandit avec eux. Donc pour moi il n'y a pas à se fouetter entre guillemets quand on fait un pas de côté. En fait on est juste en train d'apprendre, donc on apprend à être parent, et quand on fait parfois une erreur, parce que ça arrive de dire des choses qu'on regrette à son enfant, ça arrive de crier, et encore c'est même pas des erreurs parce qu'on est tous humains, je veux dire c'est faux de dire que dans la parentalité positive on ne crie pas sur ses enfants. Si, en fait, c'est juste c'est la vie, on est humain, et puis ça, on aura juste la décence peut-être de s'excuser après, puis d'expliquer pourquoi on a crié, et puis c'est tout. Il faut imaginer pour un enfant d'avoir une mère parfaite, mais c'est l'enfer en fait. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est une injonction à la perfection pour lui. Enfin, c'est pas le bon modèle. Il faut avoir des parents humains, qui soient dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Donc voilà, on va venir peut-être s'excuser, expliquer, et puis peut-être faire... par exemple, moi je sais que ça m'arrive de crier sur mon fils régulièrement. Par contre, j'ai cette conscience des mots. L'intonation, elle éclate, quoi. Enfin voilà, je crie, mais je fais attention aux mots que j'emploie. Parce que je sais que je veux pas le dévaloriser, je veux pas l'insulter, donc je fais très attention aux mots, mais voilà, l'intonation elle est là, et puis quand je crie parce que j'en peux plus, parce que j'ai mes propres limites. Et ça aussi c'est un point que j'aime rappeler quand je parle à des mamans, il faut honorer en fait ses propres limites. C'est hyper important de se dire je suis humaine, je comprends mes besoins, j'ai mes limites, je les connais. Et j'honore en fait le fait que là c'est ma limite en fait. Et je le dis à l'autre. Et qu'est-ce que j'apprends à mon enfant quand j'honore mes propres limites? C'est que lui va apprendre aussi, par imitation, à honorer ses propres limites, à les reconnaître. À s'écouter. Et à s'écouter, ouais, tout à fait. Et on manque, je pense, encore beaucoup de ce temps d'écoute en fait. On a beaucoup de mal aussi à aller... à assumer ses émotions, à dire que peut-être là ça nous a blessés, là ça nous a énervés, et être parent c'est aussi montrer ça finalement, et juste se dévoiler face à son petit, c'est pas facile, mais je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Et comme tu le disais très justement, on apprend à être parent comme on apprend
en étant enfant à grandir. Et je pense qu'on pourra s'arrêter sur cette note très positive. Merci beaucoup Marine d'avoir partagé ton expérience au micro. Vraiment, tiens-moi au courant lorsque tu ouvriras ces cercles de femmes et ces temps maman-bébé. Je suis sûre que ça intéressera grandement les auditrices et les auditeurs de Basilic qui peut-être auront envie de faire un cadeau à leur partenaire. Je te remercie sincèrement d'avoir fait le déplacement jusqu'à Annecy et je te dis à très bientôt. Merci Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, tous les liens sont à retrouver dans la barre de description. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux @basilicpodcast ou tout simplement à laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.